Merci de votre attention. Excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, la rencontre Victor Tomega Dogbe, jeune entrepreneur, charcutier, éleveur de poules pondeuses. Ils ont été financés par le Pradeb et le FAEJ. Leur métier leur réussit plutôt bien. La ministre était également à Tabligo, à Fagnan, à la rencontre des bénéficiaires FNFI. L'approche contractuelle, qu'est-ce que c'est exactement? Nous posons la question ce soir. Nos hôpitaux sont au cœur de la réforme. Explication tout à l'heure dans cette édition. Enfin, le cinéma débute ce lundi du FESPACO à Ouagadougou, à l'écran des films togolais. Le cinéma togolais, justement, est le défi de l'émergence. On verra ça de près tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Pas de saut métier, dit-on. Journaliste à l'origine, le voici aujourd'hui, charcutier de son état. Le métier lui a réussi plutôt bien, tout comme les deux frères éleveurs de poules pondeuses à Zanguera. Tous ont été soutenus par le Pradeb et le FAEJ, les bras financiers du ministère du Développement à la base. La ministre Victor Tomega Dogbe est allée à leur rencontre toute heureuse. Chassim Nabaga. L'élevage des poules a toujours été une passion chez Kossi et Komikabo, deux jeunes frères. Kossi est né avec un bac plus 5 et ingénieur biologiste. Comme le cadet a lui une licence en biologie et physiologie animale. En 2013, diplômés sans emploi qu'ils étaient, lorsqu'il a s'agi de concrétiser l'objet de leur passion, ils n'ont eu recours qu'à la seule source de revenus qui leur était accessible, le taxi moto. On était des émigrants pour pouvoir répondre à ce projet. Il faut dire que des fois, il faut peut-être faire la provente le lendemain à plus de 200 000, mais la veille, vous n'avez même pas 500 francs dans la poche. Voilà pourquoi en 2016, lorsqu'ils ont entendu parler du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, ils n'ont pas hésité à aller rechercher du financement pour développer leur ferme. Nous avons reçu un financement de 5 600 000. C'est l'argent là qui nous a permis d'avoir cette banque qui est derrière nous, le poulailler qui abrite ces animaux. Vous allez remarquer à l'entrée qu'il y a un forage qui permet en fait de pouvoir abreuver les animaux facilement. Aujourd'hui, les deux frères sont à la tête d'une entreprise avicole moderne qui compte 2500 têtes de poules pondeuses avec un chiffre d'affaires moyen mensuel de 1 275 000 francs CFA. Ils emploient 4 personnes, dont 3 permanents. Autant de motifs de satisfaction pour la ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. L'autre jeune entrepreneur qui force l'admiration est Ali Urobossi. Journaliste de profession, il a dû se reconvertir à la boucherie-charcuterie pour réussir sa vie. Moi, j'ai travaillé dans la presse, mais concrètement, tous les patrons que j'ai connus, je me consacrais tellement à ce qu'ils me demandaient, je le faisais, mais je ne gagnais rien presque. À un moment donné, j'ai pris en 2010 la décision de trouver une affaire personnelle. Une décision de bon sens, certes, mais aussi courageuse, puisque c'est 4 ans après, soit en 2014, qu'il a reçu une initiation en boucherie-charcuterie grâce au programme de formation à l'insertion professionnelle de l'Agence nationale de promotion de l'emploi ANPE. Un an après, il bénéficie d'un important financement du FAEJ. Nous avons un financement de 5 84 000 francs CFA et ce financement nous a permis d'abord de prendre ce local que vous voyez et puis ensuite de l'équiper. Des congélateurs pour conserver la viande jusqu'au four pour cuire les viandes, les brochettes et toutes les viandes que les gens peuvent nous commander. Pour augmenter ses chances de réussite, Ali Urobossi s'associe les services d'un boucher expérimenté. Monsieur Ousmane, qui est mon associé, j'ai collaboré avec lui et bon, j'ai eu les conseils nécessaires et on a monté. Puisque lui, il est boucher depuis son enfance. Désormais, Ali Urobossi ne court plus derrière les reportages pour gagner sa vie. Il a sa propre entreprise de boucherie-charcuterie qui abat 2 bœufs en moyenne par semaine pour un chiffre d'affaires mensuel de 4 716 800 francs CFA. Il a à sa charge 2 employés. C'est donc cet exemple de reconversion réussie qu'est venu encourager la ministre. La reconversion est possible. Elle est possible. C'est-à-dire, vous êtes diplômé, vous avez fait de la philosophie, vous avez fait les lettres modernes, vous avez fait la chimie ou autre. Mais vous pouvez aussi entreprendre, avoir votre propre ferme, faire de la restauration, avoir votre service multimédia et autres. Le plus important, c'est d'accepter de se remettre en question, de s'informer,
de se former, de pouvoir innover, faire quelque chose, entreprendre quelque chose de différent et chercher une certaine fusion avec votre environnement pour pouvoir proposer des réponses adaptées aux besoins de l'environnement. Bref, faire la différence. Et c'est ce que nous demandons à ces jeunes-là. Nous profitons de l'occasion pour dire aux plus hautes autorités de ce pays, merci pour leur dévouement pour la cause de la jeunesse. La ministre a également encouragé ces jeunes entrepreneurs à rembourser leurs crédits afin de permettre à d'autres jeunes de bénéficier des mêmes accompagnements du gouvernement. Atablibo Afagnan, c'est un autre son de cloche. Il faut rembourser les crédits, c'est ce qu'est allé dire de vive voix la ministre Victoire Tomenga Dogbe, une exhortation adressée aux bénéficiaires des produits FNFI. Nous retrouvons Chassim Nabaga pour le reportage. La ministre en charge du développement à la base fait le bilan cumulatif de 3 ans de mise en œuvre effective du Fonds national de la finance inclusive FNFI avec les bénéficiaires de la préfecture de Yoto. Les échanges ont porté sur les microcrédits octroyés et l'impact réel de ce financement sur le quotidien des bénéficiaires. Quand nous avons pris les 30 000, nous avons remboursé. Celles qui ne faisaient rien avant ont pu s'en sortir. Avec cet argent, nous arrivons à subvenir à nos besoins. Avec l'argent du FNFI, j'ai payé les radios et télévisions au port pour vendre. Après le remboursement, j'ai encore bénéficié d'une autre tranche, ce qui m'a permis de louer une boutique. Nous remercions le gouvernement. Les discussions ont également abordé les efforts faits par les différents acteurs, notamment les autorités locales, les institutions de microfinance partenaires et les fédérations des bénéficiaires. La question du remboursement des crédits a été l'autre sujet phare évoqué. Certains partenaires des services financiers ont eu pratiquement 100% de remboursement pour leurs crédits. Dans la même préfecture, il y en a qui ont eu beaucoup moins. Et donc, notre tournée a été l'occasion de sensibiliser encore plus les uns et les autres sur la nécessité de non seulement fructifier les microcrédits FNFI, mais c'est surtout de rembourser pour permettre de pouvoir continuer à en bénéficier et surtout pour permettre à ceux et celles-là qui n'ont pas encore pu bénéficier de ces crédits de pouvoir être touchés également. Il y a des messages très forts qui demandent à ce que les microfinances qui sont des partenaires puissent mieux performer dans le processus d'identification, d'éducation financière, de mise en groupement pour que, en fin de compte, les crédits qui sont mis en place soient des bons crédits et que ces crédits puissent être remboursés. Dans la préfecture du Bas-Mono, les témoignages étaient légion quant au changement positif intervenu dans la vie des bénéficiaires des produits du FNFI. Ici, c'est l'Agricef, l'accès des agriculteurs aux services financiers, qui est le plus prisé. Avec un intérêt moins élevé, cet argent nous aide énormément dans l'éducation de nos enfants et à subvenir aux besoins de la famille. Avec l'argent de FNFI, j'ai payé du bétail pour l'élevage. J'ai remboursé et je compte bénéficier d'une deuxième tranche. La ministre a exhorté les bénéficiaires à rembourser les crédits afin d'avoir accès à l'accompagnement spécial mis en place pour consolider leur activité. Une fois que vous finissez les différents cycles, vous avez droit à un produit d'accompagnement spécial que nous appelons le PASS. C'est avec la APSEF, vous avez droit à 100 000 francs. Vous voyez, 30 000, 40 000, 50 000, 50 000 et vous passez à 100 000 francs. Et là, nous avons constaté aussi qu'il n'y a pas beaucoup qui ont accès à ce produit dans les préfectures où j'ai été, tout simplement parce que certainement il y a eu quelques lenteurs dans les remboursements
et ce qui a peut-être un peu refroidi les microfinances. Mais nous avons trouvé que là où il y a eu de très bonnes performances, il faut absolument que les microfinances puissent accompagner les bénéficiaires. Donc j'invite également les microfinances à pouvoir faire ces crédits d'accompagnement spécial, parce que c'est mis en place parce que nous savons qu'il y a ce besoin de consolidation de ce qui est fait. Le FNFI est une réponse institutionnelle mise en place par les plus hautes autorités pour promouvoir l'inclusion financière et lutter contre la précarité au Togo. Économie et finances encore, voici ce communiqué relatif à l'augmentation des prix des carburants. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé, du tourisme, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre des Mines et de l'Énergie communiquent. À compter du 28 février 2017 à 0 heure, les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super sans-plomb, 524 francs. Pétrole lampant, 468 francs. Gasoil, 526 francs. Mélange de temps, 623 francs. Voilà. Il est 20h11. Autre sujet évoqué ce soir, l'approche contractuelle. Nous l'annoncions tout à l'heure en titre. On entend que ça, depuis un moment, la gestion de nos hôpitaux par l'approche contractuelle, chacun y va de sa compréhension. Gouvernement d'un côté, population de l'autre. Qu'est-ce que c'est exactement? Que doit-on comprendre par l'approche contractuelle telle que le préconise le gouvernement? Les précisions et c'est la clé. Plainte incessante des patients, déficit entre ressources affectées et recettes engrangées. C'est le tableau peu reluisant que présente la majorité des structures sanitaires du Togo. L'approche contractuelle semble être la solution, la voie indiquée pour mettre fin à ces manquements. Nous allons injecter des ressources, mais nous allons nous assurer de la bonne gestion. Et donc, l'État va signer un contrat avec une entité extérieure à l'hôpital et l'État délègue la gestion des formations sanitaires à des sociétés sur la base d'un contrat. Alors, ce n'est pas une privatisation puisque le contractant n'a pas à injecter un centime. Les agents gardent leur statut de fonctionnaire ou de contractuel de l'hôpital. Les équipements sont achetés et réparés par l'État. La seule chose qu'on demande aux contractants, c'est de nous aider à mettre en place des outils de gestion orthodoxes. La finalité de cette approche, un partenariat public-privé, réside dans le souci d'offrir un service de santé de qualité aux populations, notamment les plus démunies. Le problème qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas les ressources que l'État injecte, ce n'est pas les dettes cumulées par nos différents centres de soins. Le débat n'est pas là. Le débat, c'est la satisfaction de la population, c'est la seule préoccupation du chef de l'État. En d'autres termes, si, malgré les ressources injectées, malgré les dettes cumulées, la population était satisfaite, il n'y aurait pas eu de problème. Les bénéficiaires vont trouver désormais par ce biais des soins de qualité et mis à leur disposition. Et l'idée étant que si vous allez au laboratoire, si vous allez à la radio, si vous allez en consultation, il y aura un mécanisme suffisamment fluide pour vous permettre d'accéder aux soins. Et j'insiste là-dessus, les frais des actes, les frais de consultation, les frais des examens ne subiront pas une augmentation du fait de la contractualisation. Une délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale, conduite par le professeur Moustapha Bidiyawa, était ce jeudi et vendredi à Bita et à Atapami. Il s'est agi pour lui d'échanger avec le personnel des hôpitaux choisis à titre pilote sur la réforme de la contractualisation. Dans les deux localités, nous avons eu à faire face à tous les acteurs, c'est-à-dire les chefs cantons, les autorités administratives, les partenaires de la société civile, tous les agents de santé et les différents chefs de service. Ce qui fait que nous avons exposé de quoi il s'agit et nous avons recueilli un certain nombre de questions et nous avons échangé parce que la santé est une affaire trop sérieuse pour être confinée à un seul secteur et tout le monde doit se sentir concerné. Et c'est ce pourquoi nous sommes allés à Blita. Et Dieu merci,
tout le monde est conscient de l'état de nos formations sanitaires et tout le monde adhère à l'idée de tout ce qui pourrait permettre d'améliorer. La contractualisation n'entraînera pas d'augmentation du coût de consultation, des examens ni des hospitalisations. Pour la phase pilote, 3 hôpitaux et 2 sociétés ont été sélectionnés. Ces dernières sont en phase de conclure un contrat avec le gouvernement. Il s'agit notamment de Memisa qui prendra en charge 4 départements du CHU Sylvanus Olympio, puis de l'entraide médicale internationale pour le compte des hôpitaux d'Atapamé et de Blita. Et voilà donc qui est un peu plus clair ce soir. Le sujet devient là aussi récurrent, le permis de construire. Sujet remis au goût du jour ce lundi au siège de la Banque mondiale à Lomé. Professionnels des secteurs de l'urbanisme et de l'habitat examinent depuis ce matin 10 projets d'arrêt relatifs au décret portant des conditions de délivrance des actes d'urbanisme au Togo. Les précisions, Robert Potogwe, Pierre Tsoussouko. Un arrêt sur cette image de chantier de construction et l'on constate le défaut d'affichage. L'immeuble, visiblement, ne fournit aucun renseignement pouvant servir de base au contrôle d'investigation par rapport aux normes de conformité. Une infraction, selon les professionnels du secteur. Un peu plus loin, dans ce quartier, des constructions sans respect des règles d'art. Ailleurs encore, c'est l'occupation anarchique des espaces. La réglementation de la construction et le permis de construire sont encore à la traîne au Togo. Résultat d'enquête. Jusqu'à ce jour, la plupart des maisons au Togo ne font pas l'objet de permis de construire. Donc c'est une violation flagrante de la loi. Parce que ce soit le décret de 1967 ou le décret nouveau, et ça s'impose à tous. Mais c'est un processus long où il faut amener par la communication, la sensibilisation, l'éducation de la population à bénéficier de ces dispositions-là qui en réalité sont élaborées en faveur du citoyen. Comme vous le savez, la loi est d'abord en faveur du citoyen. Il faut s'y conformer. Mais le fait de ne pas s'y conformer entraîne des dégradations du paysage urbain, le manque d'harmonie du paysage urbain. Et donc, c'est une blessure infligée à tous. Pour lutter contre cette insécurité juridique constatée, le Togo s'est doté en 2016 de la loi portant conditions de délivrance des actes d'urbanisme. Les projets des arrêtés d'application de ce décret sont ici soumis en relecture par les experts, architectes, géomètres, ingénieurs et urbanistes. Pour la Banque mondiale, partenaire technique et financier du gouvernement, c'est l'une des étapes non seulement dans la mise en œuvre réussie de la réforme administrative, mais aussi pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. En effet, il s'agit justement de réduire les coûts et les délais pour ce permis. C'est un indicateur sur la facilité justement du climat des affaires. Cela va nous permettre de finaliser cette réforme pour qu'elle puisse vraiment être en application. Et c'est justement pour vraiment rendre plus facile l'octroi du permis de construire. Cela doit faciliter vraiment l'activité économique au pays. Des garde-fous pour également apporter des réponses à cette interrogation. Qui construit quoi, où et comment? Comme c'est des tests, il faut également la forme. D'où la nécessité pour nous de revoir les 10 arrêtés qui ont été rédigés. Vous convenez avec nous que le Togo s'est engagé dans la voie également d'améliorer le cadre de vie des Togolais. Et il y a des réflexions aujourd'hui sur l'élaboration des schémas directeurs, surtout du Grand Lomé et à l'intérieur du pays. Donc le permis de construire, sa délivrance, doit être précédé par certains actes. Les actes d'urbanisme, les actes d'occupation du sol. Et donc tout cela doit s'arrimer avec les schémas directeurs des grandes villes que nous avons, s'arrimer également avec le nouveau code foncier que nous devons avoir. 10 projets d'arrêté vont donc être minutieusement examinés. Ils vont de la catégorisation des constructions soumises au permis de construire à la réglementation du déroulement des chantiers en passant par la norme d'accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite. Et l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics et ses sessions de formation, ça se poursuit avec notamment ce lundi
la séance pour les contrôleurs financiers des différentes institutions financières de l'État. Nous reviendrons sur le sujet dans le courant, si tout va bien, de cette édition. Ici, c'est 5 jours pour cette session de formation sur la cartographie des évaluations environnementales, dresser l'état des lieux, définir des cadres juridiques et réglementaires de la pratique même des évaluations. Eh bien, c'est ce en quoi consiste cette formation. Un reportage de Lucassi. Procède à des audits. Chaque année, l'autorité de régulation des marchés publics ARMP procède à des audits de conformité des marchés passés durant l'année et les rapports sont transmis aux autorités compétentes chargées du contrôle. Permettre à ces dernières, notamment l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes, les institutions en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, de faire une lecture judicieuse de ces rapports et de pouvoir donner une suite aux conclusions. C'est la raison de la tenue de cette formation sur les pratiques d'audit en matière de passation des marchés publics. L'ARMP a jugé bon de renforcer les capacités des représentants de ces corps de contrôle afin de renforcer leur capacité dans l'accomplissement de leur mission. La thématique qui concerne l'audit sur les marchés publics, décomposée en 3 grandes composantes. La première concerne la planification, comment les marchés doivent être, la mission doit être planifiée, les entretiens avec les autorités, avec l'ARMP, la DSMP, etc. La deuxième composante concerne le volet exécution et la troisième composante concerne les rapports. On peut leur expliquer l'ossature des rapports pour qu'ils puissent, au terme de tout cela, pouvoir exploiter les rapports des audits de manière convenable. L'ARMP a déjà transmis aux institutions concernées les rapports des audits de 2010 à 2015. Les marchés publics étant une modalité d'exécution du budget de l'État auquel tous les citoyens sont appelés à concourir en payant des impôts et taxes, il est important d'éviter toute dérive. Voilà pourquoi des contrôles périodiques sont institués en vue d'une gestion transparente du secteur. Et voilà, l'ARMP et ses séances de formation, nous y sommes revenus plus tôt que prévu. La suite maintenant avec le RAID Plus au campus de Lomé. Les membres de cette coordination ont échangé ce lundi avec enseignants et étudiants de l'Université de Lomé. En toile de fond, la recherche scientifique au cœur du projet de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Honoré Modro, Dodo Ouaré. Le Togo connaît depuis quelques années un fort taux de déforestation et de dégradation de forêts avec une faible couverture forestière. Depuis 2015, le gouvernement s'est engagé dans la mise en place du processus RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts pour des actions de restauration et de réhabilitation des forêts. Ce qui nécessite la participation de toutes les parties prenantes, parmi lesquelles les enseignants, chercheurs et les étudiants. Ceux-ci s'approprient donc le contenu du processus RED+, dans son ensemble et les rôles et responsabilités qui sont les leurs dans sa mise en œuvre. Nous avons réalisé l'inventaire forestier national qui constitue une base, une ligne de référence qui nous permet d'évaluer le taux de carbone au Togo. Et pour cet exercice, c'est généralement les enseignants-chercheurs qui nous aident à établir les équations allométriques des différentes essences forestières qui ont été recensées à travers cet inventaire forestier national. De plus, les étudiants constituent la génération qui doit prendre à bras le corps ce processus pour que des recherches soient faites afin de peaufiner les données quantitatives et qualitatives pour que cela puisse servir à l'élaboration de la stratégie nationale RED+, et surtout qu'ils puissent véhiculer les informations et les changements de comportement auprès des jeunes générations. Cette rencontre d'échange, de partage et de sensibilisation devra permettre aux étudiants et enseignants des universités d'avoir une bonne connaissance des mécanismes RED+, de s'impliquer dans le processus d'élaboration de la stratégie nationale RED+ Togo et d'apporter leurs connaissances en termes de recherche pour une RED+ efficace, cohérente et acceptée par tous. Ceci pour redonner à la forêt son rôle socio-économique et parvenir à un taux de couverture forestière de 30% d'ici à 2050.
L'actualité, c'est aussi ces cantons célébrés par plan international. Ils sont reconnus comme unis dans une cause commune, une unité affichée qui leur vaut cette récompense de plan international. Les précisions de la marque Beaujournal. Comment amener les cantons à la perfection dans la réalisation de leurs projets communautaires? L'ONG Plan International a entrepris depuis quelques années le processus gestion communautaire des projets. Les 2 meilleurs cantons de chaque préfecture dans sa zone de travail sont donc évalués et primés pour susciter l'émulation et les encourager. Au cours de l'année fiscale 2016, ce sont les cantons de Kéméni et Passoadé dans la préfecture de Tchaoudjo qui ont donc été retenus meilleurs cantons. Le premier avantage que nous tirons de cette façon de gérer les projets communautaires initiés par Plan, c'est le renforcement des capacités en premier lieu. Aujourd'hui, même si Plan cesse de fonctionner dans les cantons, nos communautés, notamment les comités de gestion des projets que nous appelons COGEP, sont aguerris sans appui technique de Plan ou d'une ONG quelconque, et notamment les volontaires. Nous sommes sûrs que nos COGEP sont aguerris pour gérer, concevoir, chercher les bailleurs de fonds, financer, gérer, exécuter les projets dans le sens de la décentralisation. Le processus d'évaluation des performances des cantons commence en début d'année par l'élaboration de la politique opérationnelle, politique dans laquelle les communautés Plan International Togo s'entendent sur un certain nombre d'éléments, le rôle et la responsabilité de chaque acteur et sur les critères d'évaluation qui permettront à la fin de la mise en œuvre des projets de pouvoir évaluer les cantons. Les critères d'évaluation portent sur la gestion et la transparence dans la gestion de ces projets, le respect des délais, la qualité de la mise en œuvre, l'engouement et la participation communautaire, la prise en compte de la protection des enfants par les cantons, les autres actions réalisées par les cantons mais non inclus dans leur plan d'action cantonal, les performances dans la production des communications de parrainage. Chaque année, Plan International alloue des budgets aux cantons pour l'exécution de leur plan d'action. À Passoadé, la communauté a réalisé un bâtiment scolaire avec un complément financier de la diaspora, et à Kéméni, un logement pour infirmiers a été construit. Avec 81,67% et 81,2%, les cantons de Kéméni et de Passoadé ont été proclamés premiers et deuxièmes parmi les 13 cantons que compte la préfecture de Tchaoudjo dans la mise en œuvre des projets. La mode maintenant dans le reste de l'actualité. FIMO 228, promesses tenues. Des collections de mode africaine ont été présentées comme annoncé au public togolais à la 4e édition du festival tenu donc ce week-end. Tout le monde repart ravi. Reportage Sir Taston, Sonia Ménico avec Rachel Aoukou. Rossignol de l'Adida Fashion, l'une des collections qui ont marqué la soirée apothéose de l'édition 4 du FIMO 228, Festival international de la mode. Des tenues conçues avec du tissu crêpe bleu. Une vingtaine de stylistes a émerveillé le public dans des tenues sobres, chic, short, sexy, glamour, classique et noir osé. C'est une très belle soirée. On a adoré la soirée. J'ai aimé, les mannequins ont bien défilé. Les tenues sont toutes belles et on a aimé. Particulière, j'ai aimé la collection du styliste ghanéen parce que c'est une très belle collection qu'il a fait. La finition, elle est bien faite et j'ai adoré. J'étais présent l'année passée, je suis encore revenu cette année. Bon, il y a beaucoup d'améliorations. Je sens que la mode togolaise avance de jour en jour. La soirée était superbe, j'ai aimé. La pureté, l'éclat, l'innocence. Ce sont là les caractéristiques de la collection ballerine de Modeste Ba de la Côte d'Ivoire. Le regard absent, il est salé par souvent il n'est pas fou. La collection d'Île de Riche, Orient du Bénin, avec ses tenues noires.
is crazy. The truth is hella. Je suis très satisfait parce que mes efforts n'ont pas été vains. Et ensuite, la soirée a été vraiment une réussite totale. Il se dégageait de lui quelque chose que ça faisait longtemps que je l'avais plus trouvé. Cette passion, et en plus il était à la 4e édition, il ne nous a pas attendu pour faire son festival. Donc tout ça, je trouve que c'est très bien. Et puis pouvoir faire venir autant de stylistes de l'étranger, des mannequins de l'étranger, avec ses sous, avec des petits bouts de sous, je trouve que c'est quand même grandiose, quoi. En tout, une centaine de tenues a été présentée par des créateurs venus de 7 pays de l'Afrique subsaharienne. Voilà, la mode célébrée, tout comme le cinéma togolais. 3 films ont été projetés, 3 films togolais ont été projetés ce lundi au FESPACO à Ouagadougou, début donc du festival. Nous reviendrons sur l'événement dans les prochaines éditions avec notre envoyé spécial Christine Peteki-Aloudej à Ouagadougou. Je vous donne encore lecture de ce communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé, du Tourisme, du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre des Mines et de l'Énergie qui communique donc. À compter du 28 février 2017 à 0 heure, les prix à la pompe des produits pétroliers au Togo sont fixés comme suit en francs CFA. Super sans-plomb 524 francs, pétrole lampant 468 francs, gasoil 526 francs, mélange de temps 623 francs. Autre communiqué du ministère du ministre en charge donc de la culture. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique se propose d'organiser dans le courant du mois d'avril 2017 la 2e édition du Festival national de danse traditionnelle dont l'apothéose se déroulera au Palais des Congrès de Lomé le mercredi 26 avril 2017. Le festival, en sa phase finale, sera doté de prix en espèces et de trophées. À cet effet, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique lance, à l'intention des artistes créateurs, les spécialistes en art numérique et maquettistes du Togo, un concours d'inspiration libre titré « Meilleure maquette du trophée FESNAD ». La meilleure maquette du trophée FESNAD est celle qui reflètera au mieux la politique de valorisation culturelle de nos expressions culturelles prônées par le gouvernement ainsi que l'affirmation de notre identité culturelle. B. La célébration du FESNAD comme lieu de partage, de rencontre et de créativité de notre patrimoine culturel au service d'un vouloir vivre ensemble. 3. C. La fabrication de la maquette devra tenir compte de la disponibilité sur le marché local du matériau ou du support devant mettre en valeur l'œuvre. D. Les dimensions peuvent être comprises au maximum entre 30 cm de hauteur et 21 cm de largeur. La meilleure œuvre d'expression artistique et d'inspiration traditionnelle sera sélectionnée et servira comme trophée officiel du Festival national de danse traditionnelle. La date limite de dépôt des offres ou propositions au cabinet du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, adresse 26 rue Nangbeto, boîte postale 40, est fixé au vendredi 10 mars 2017 à 17 h. Le règlement du concours peut être retiré aux heures ouvrables au ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Téléphone 22 20 08 28 22 22 21 08. Pour le règlement du concours, meilleure maquette du trophée FESNAD Togo, vous pourriez vous référer à Togo Presse, la parution donc de Togo Presse qui reprendra donc le règlement du concours meilleure maquette du trophée FESNAD Togo. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Je vous souhaite une très belle soirée.